Guy Marius Sagna et plusieurs de ses camarades de la plateforme Aar Li Ñu Bokk arrêtés par la gendarmerie. La marche pacifique vers le palais de la République a avorté. L'objectif était de dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Un site d'orpaillage à Sabodala, Safé s'est fait un mort. Une personne a été sauvée de cet accident qui vient alourdir le bilan macabre des éboulements dans cette zone aurifère. Les Lions du beach soccer ont maintenant les pieds sur terre. Après le rêve brisé d'une place en demi-finale de la Coupe du Monde, les poulains de Ngalasila ont désormais en ligne de mire la CAN 2021. La page des sports, ce sera avec Malal Junior Diagne. L'actualité des TIC Fama John. Le débrief avec Abi Diallo, présidente de l'AJS, l'association des juristes sénégalaises. Entretien sur la loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore un accident dû à un éboulement d'un site d'orpaillage à Sabadola, commune située dans le département de Saraya. Le drame a provoqué une perte en vie humaine. Cependant, un individu a échappé belle. Il s'agit d'un deuxième accident de cette nature en moins de 2 semaines. Je rappelle qu'un éboulement à Bontako, situé à 30 km de Kédougou, a enregistré 3 morts et 1 blessé. RFM, la radio de toute l'actualité. Marche pacifique de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. Les manifestants dont l'itinéraire a été interdit ont bravé l'arrêté du préfet de Dakar, Alioune Badara Somb. Ils ont pris la direction du palais présidentiel avant d'être dispersés par les forces de sécurité. Guy Marius Sagna et d'autres membres de la plateforme ont été interpellés par la police. 5 au total. Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop de la FDS, Souleymane Dioko des Gilets Rouge, Ousmane Sarr, Nitou Deg et Papa Abdoulaye de Sénégal. Notre priorité, nous y reviendrons avec notre reporter Abdoulaye Diop. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a finalement sorti son rapport 2017 hier. Comme toujours, plusieurs fautes de gestion ont été relevées dans les finances publiques. Sur la liste des personnalités épinglées, des récidivistes comme l'ancien directeur général du COUD, Cheikh Oumar Anne, et l'ex-patron de la Société nationale La Poste Siredia. Quelques grands axes du rapport avec Mohamed Ali Moubar. Au marché des irrégularités, Cheikh Oumar Anne et Siredia tiennent la palme, médaille d'or. Tenez, sur le dernier rapport de l'ARMP, l'ex-directeur du COUD a été cité encore. En effet, le dit rapport produit par les services sahéliens a relevé un écart de 120 millions de francs CFA entre ce qu'il a déclaré et ce qu'il a réellement exécuté pour un marché de fourniture de matériel et mobilier de bureau. En 2017, il a été accusé par les enquêteurs de l'OFNAC de fractionnement des commandes dans les marchés, l'octroi de subventions irrégulières, des pratiques de détournement de deniers publics et de faux usage de faux. Outre l'action judiciaire recommandée contre lui à l'époque, l'OFNAC avait demandé dans son rapport que Cheikh Oumar Anne soit relevé de ses fonctions de directeur du COUD et que toutes les mesures soient prises pour qu'il ne lui soit plus confié la responsabilité de diriger un organe public. À l'époque, l'ancien directeur du COUD avait nié. Il avait contesté le rapport, arguant qu'il n'a pas été contradictoire. Quid de Pape Siredia qui a géré la Poste entre 2012 et 2019, il ne se porte pas mieux. Dans le dernier rapport de l'ARMP, il tient sa place. Épinglé pour cumul de fonctions au sein de la commission des marchés, en passant par la non-conformité à l'obligation de verser des quotes-parts de 50% sur les produits des ventes des dossiers d'appel d'offres, tout y passe. Le dernier rapport de l'OFNAC avait constaté les mêmes manquements, accusé de faux usage de fraude sur l'acquisition de fournitures de bureaux au groupe Post Finance. En effet, les membres de la commission de réception des marchés ont procédé à de fausses certifications établissant l'effectivité de la réception de certaines matières. Malgré tout, ces récidivistes restent à poste. Cheikh Oumar Anne est devenu ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tandis que Siredia est devenu l'UPCA de l'ONAS. Les chargeurs veulent faire du Sénégal un hub sous-régional dans le domaine. L'ambition est de gagner la confiance de plus d'1 milliard de consommateurs africains. Pour ce faire, des obstacles devraient être franchis. Une session de formation a eu lieu à Mour en présence du directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, Mamadou Ndione, au micro d'Abdourahmane Diallo. Au plan logistique quand même, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais le principal défi,
c'est des défis liés peut-être au financement des exportations, aux garanties qu'il faut mettre en place pour que nos acteurs puissent, faire intervenir le système bancaire dans le cadre même du financement des exportations. D'ailleurs même, dans le cadre de la FIDAC, le COSEC entend débattre de ce thème. Le reste maintenant, ça relève de l'encadrement. Dans une approche logistique globale, quand je dis logistique globale, c'est construction d'entrepôts dans les régions, mais également créer ce link-là entre les producteurs, les transformateurs, mais également le secteur industriel. Mais notre pays quand même a des atouts incommensurables, notamment dans la perspective de la zone de libre-échange continentale. Mais le Sénégal est en pole position et sous ce rapport, nous allons travailler davantage à créer les conditions, de synergie, n'est-ce pas, des établissements publics, mais également du secteur privé, n'est-ce pas, pour relever les défis. C'est parce que ce qui est important, c'est de placer notre pays en pole position. Nous entrons dans la zone de libre-échange continentale avec 1,2 milliard de consommateurs. Le Sénégal, quand même, a des atouts. Il est 18h passé de 6 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Santhiaba. RFM 94.0, la radio en puissance. Des infrastructures pour accueillir les enfants. Le plaidoyer de certains citoyens pour une meilleure prise en charge des enfants victimes de maltraitance. Il faut une synergie d'action pour que cette ambition soit réalisée. Le reportage de Papa Balagay. Victimes de toutes sortes de violences, une meilleure prise en charge des enfants est d'une importance capitale à l'heure actuelle. Président de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant, François Raoul Latouf juge qu'il est nécessaire de coordonner les actions pour mieux répondre à cette situation. Ce n'est pas une seule organisation, c'est toutes les organisations qui doivent se mettre ensemble d'abord. Au niveau de la société civile, on doit pouvoir se retrouver avec l'ensemble des partenaires. Quel que soit maintenant le type d'enfant qu'on rencontre, que ce soit un enfant qui est en situation de rue, un enfant qui vient d'un dara ou pas, mais les gens utilisent le mot dara le plus souvent par rapport à cette question. Donc je pense que pour cela, il est bon de rencontrer aujourd'hui les autorités religieuses par rapport à cette question. Sociologue Djibi Diakhaté ne passe pas par 4 chemins. Selon lui, l'une des solutions majeures reste la collaboration des familles. Donc il faut à ce niveau-là qu'il y ait un accompagnement réel de la famille, mais il faut penser aussi à des espaces de prise en charge et de protection que l'État mettrait en place au profit des enfants en situation de difficulté. Parce que le risque, c'est que si ces enfants ne sont pas sur le plan psychologique, sur le plan social, suffisamment pris en charge par un environnement qui est un environnement protecteur, plus tard, l'enfant pourrait reproduire ce type de maltraitance qu'il a vécu. Donc cela veut dire évidemment qu'on risque d'avoir une sorte de prolongation de la maltraitance d'une génération à une autre, parce que précisément cette chaîne n'a pas été rompue. Une prise en charge des victimes de maltraitance a un coût, tient à signaler le président de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Raoul Latouf pense que les politiques entreprises jusque-là n'ont pas atteint les objectifs fixés. La question de la prise en charge de l'enfant a un coût. Maintenant, il y a aussi la question de la responsabilité des parents, parce que ce sont ces parents-là qui remettent des enfants à des personnes qui ont en charge une certaine forme d'éducation. Et cette forme maintenant d'éducation, si elle n'est pas prise en charge par l'État dans sa politique, ça pose des problèmes. La récurrence de la maltraitance des enfants, un constat, les acteurs prônent la sensibilisation, une meilleure façon de protéger cette couche vulnérable. Le ministre de l'Éducation nationale annonce une série d'innovations à travers le numérique comme levier avec des équipements adéquats et du matériel nouveau. L'objectif est de fournir aux élèves des enseignements de qualité. Les réformes vont être observées dans le système selon Mamadou Talla qui présidait ce matin la 4e édition de fin de stage des élèves maîtres. Le thème, une formation de qualité pour une prise en charge adéquate d'une éducation aux valeurs. Compte rendu Oumou Kalsoumli. Ils sont 1750 élèves maîtres prêts à servir dans l'enseignement. 10 récipiendaires ont reçu des distinctions pour la catégorie française et 5 pour l'arabe. Le ministre de l'Éducation nationale promet des innovations pour accompagner ses instituteurs dans la formation. Mamadou Talla. Il faut aller jusqu'au statut du formateur, statut de l'enseignant. Et également ces centres de formation, il y en a donc dans toutes nos régions. Nous devons les équiper avec du matériel nouveau pour pouvoir écourter la formation tout en la diversifiant. Pour cette 4e édition de remise de diplôme de fin de stage des élèves maîtres,
Le ministre de l'Éducation a cherché à montrer la place centrale de l'enseignement dans la formation du citoyen. Mamadou Talla. Dans ce monde de communication, dans ce monde qui est nouveau, où la connaissance, elle est, disons, disponible partout, mais encore faudrait-il savoir l'utiliser. Alors ces enseignants, ils sont différents des enseignants de 1960. Ces enseignants ont d'autres difficultés, d'autres paramètres interviennent dans l'autre manière de servir et également dans le comportement avec un monde de société très complexe. Le représentant des élèves maîtres du comité départemental de protection de l'enfant de Rufisque promet de vrai à une formation de qualité des apprenants. Mamadou Badragnan. Nous sommes maintenant très contents et fiers d'être des enseignants. Vu ce qu'a dit M. le ministre, nous sommes encore prêts à servir notre nation. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite que l'année prochaine, que la cérémonie se passe avant la rentrée pour faire oublier aux gens le concept Ubitay Djangtay. Cette édition a permis de décorer 10 enseignants dans des différents ordres. 56 nouveaux volontaires du corps de la paix américain au Sénégal ont prêté serment ce matin. Une nouvelle liste qui s'ajoute au corps actif de la paix. Ces volontaires formés dans plusieurs domaines vont contribuer au développement économique et social du Sénégal. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement ce matin. Compte rendu Virginie Léontine Sagna. Présent au Sénégal depuis 1963, le corps de la paix américain œuvre dans beaucoup de secteurs. Nous travaillons dans l'agriculture, l'agroforesterie, le développement économique communautaire et la santé. Pour renforcer les capacités locales dans toutes les régions du pays, 56 volontaires formés ont intégré le groupe, déclare Cheryl Grégory Faye, directrice nationale du corps de la paix américaine au Sénégal. Nous avons un groupe de 56 qui vient de prêter serment. Les nouveaux volontaires vont partir dès demain dans leur nouveau site d'affectation, donc à travers le pays. Ils vont commencer par pratiquer les langues qu'ils ont apprises dans notre centre de formation à Thiès pendant 10 semaines et ils vont commencer à essayer de s'intégrer avec leur communauté d'accueil. Une fierté pour l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, le docteur Toulinabo Mouchingi, martèle que c'est une initiative qui entre à la grande politique globale étrangère des États-Unis. Nous avons de jeunes volontaires en général qui représentent leur pays, leur peuple, qui viennent ici habiter avec leurs homologues sénégalais au niveau communautaire et essayer de contribuer à la paix et au développement du pays. Donc nous sommes vraiment très fiers de ce programme. Ces nouveaux volontaires devraient bientôt rejoindre leurs différents postes, la plupart dans l'intérieur du pays. Virginie Léontine Sagna, merci. 18h13. Bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir Amar. L'actualité sportive, c'est le beach soccer. Avec l'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde, les Lions, encore une fois éliminés en quart de finale. Après cette défaite face au Portugal, le capitaine et gardien de l'équipe nationale du Sénégal, Alseyni Ndiaye, s'est confié au micro de Soda Thiam. Alhamdulillah, d'abord on remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, je pense que ce n'était pas notre jour. Vu qu'aujourd'hui, si vous voyez le deuxième but qu'on a engagé, on a marqué notre camp. Donc aujourd'hui, je vous dis que c'était un jour sans. Donc on était pressé aussi de marquer parce qu'à 2-1, on pouvait attendre. Mais on était pressé de marquer sur corner. Toute la défense a monté et ils ont fait une contre-attaque pour nous marquer un troisième but alors qu'on pouvait attendre parce que le temps restait beaucoup de minutes. Mais malheureusement, c'est ainsi le foot. On va reprendre le travail. Donc c'est bien vrai que c'est dur, donc on s'excuse devant le peuple sénégalais parce qu'on voulait atteindre notre objectif qui était les demi-finales. S'excuser aussi auprès de la fédération sénégalaise pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Mais malheureusement, le dieu du football n'était pas avec nous, donc on va continuer le travail pour les séances de 2021, Inch'Allah. Les demi-finales vont opposer l'équipe de l'Italie à celle de la Russie. Le Portugal fera face au Japon. Le foot sur le gazon vert en Angleterre, Unai Emery démis de ses fonctions. Il a été viré au lendemain de sa défaite en Europa League. Arsenal donc qui va devoir se trouver un nouveau technicien pour diriger son équipe, les Gunners, qui peinent à briller et en Europe et en championnat anglais. Nous parlons de karaté pour finir avec le tournoi international de karaté de Saint-Louis prévu demain samedi. Ce sera sur le grand bras du fleuve dans le sud de l'île de Saint-Louis.
au centre Didier Marie avec des combattants qui vont venir d'un peu partout pour s'affronter. Plus de détails sur cette compétition prévue demain à Saint-Louis avec Nabissila. Pas moins de 50 officiels et 200 karatékas sont attendus pour la première édition du tournoi international de karaté de Saint-Louis. Maître Nafissatou Diop, ceinture noire et formatrice à Sor Karaté Club, est la présidente du comité d'organisation. Voilà, comme c'est une première édition qui a été initiée par des anciens sociétaires de Sor Karaté Club vivant à l'extérieur, en Italie, on a prévu de recevoir des combattants de tous les dojos du Sénégal et des combattants de la sous-région. Le karaté à Saint-Louis se porte très bien, d'autant plus que depuis une vingtaine d'années, on a des titres continentaux avec nos combattants. On a pu avoir différents titres en kumité et en kata. Le karaté se porte bien. Ce sera un événement à répéter annuellement avec l'appui de la fédération de karaté et l'appui aussi de nos internationaux. Toutefois, le comité d'organisation espère un soutien de la part des autorités pour réussir cette première sortie qui se veut un coup de maître. Certes que nos initiateurs vivent en Italie et ils se sont occupés depuis un certain temps de tout ce qui peut être médaille, coupe, ce qui peut redorer, gratifier, décorer les champions, les combattants, mais l'organisation en tant que telle qui doit se faire à Saint-Louis par rapport à l'hébergement, par rapport à la restauration, parce qu'on va recevoir beaucoup de combattants. Donc du coup, on a sollicité l'appui de toutes les autorités à Saint-Louis. Déjà, certains officiels commencent à arriver dans la ville en même temps que des clubs venus du Sénégal et de la sous-région. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila qui siffle la fin de cette page de sport. Alors Amar, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci Malal Junior Diagne. Je pense que vous avez nous parlé de beach soccer, de football et de karaté. Vous avez été complet. Parfait alors. Nous cliquons sur arrobase et c'est pour retrouver Famadion. Bienvenue dans arrobase spécial Abuja. Capitale fédérale du Nigeria, Abuja n'est pas une ville très connectée. La stabilité de l'Internet est un réel souci. Ses confrères, venus dans le cadre de la session du Parlement de la CEDEAO, ne diront pas le contraire. Il y a un Wi-Fi installé, voire même plusieurs Wi-Fi, mais le principal souci qui se pose, c'est la stabilité de la connexion. Sur place, parfois tu as besoin de travailler vite sur un élément, l'envoyer par exemple, des envois vidéo, comme nous sommes là pour la télé, mais des problèmes se posent. Personnellement, la solution que j'ai finalement trouvée pour pallier à cela, c'est de chercher une puce d'un opérateur local du Nigeria dans laquelle j'ai mis la connexion pour pouvoir me connecter à chaque fois que le Wi-Fi déconne. On trouve beaucoup de problèmes pour avoir une très bonne connexion, mais le mal est moindre pour nous de la presse écrite, parce qu'on a besoin de la connexion le temps d'un envoi de papier sur Dakar. Ça m'est arrivé à 2 reprises où j'ai traité des éléments que je devais envoyer à la rédaction centrale qui m'attendait. Mais malheureusement, je ne pouvais pas les envoyer. La cause, c'est la mauvaise qualité de la connexion. Le problème lié à l'accès à l'Internet est réel à Abuja, et témoigne ce webmaster. Il évoque un manque de bande passante. Nous l'écoutons. Oui, effectivement, c'est une problématique que rencontrent tous les résidents ici à Abuja, à savoir la difficulté d'accéder au réseau Internet. Nous le subissons, que ce soit les particuliers, les entreprises, les institutions qui sont basées à Abuja. On pourrait croire que le débit est très faible, d'autant plus que les bandes passantes effectivement qui sont mises à la disposition des entreprises, des institutions, donc ne permettent pas aujourd'hui des connexions simultanées de plusieurs personnes au même réseau. Le sénateur et député nigérian Magaji Da Aliou reconnaît les problèmes de connectivité à Abuja et dans d'autres États du Nigeria. Et selon lui, l'un des plus grands défis du Nigeria est aujourd'hui d'assurer la connectivité à ces millions d'internautes. Nous l'écoutons. On assiste de plus en plus à une augmentation de la population, mais le débit n'a pas suivi. C'est ce qui explique le problème de la connectivité ici au Nigeria. Maintenant, le plus grand défi
dans ce pays, c'est de créer des conditions pour soutenir les entreprises qui évoluent dans le domaine. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Au Nigeria, l'accès à une connectivité Internet illimitée, abordable et fiable est un problème insoluble pour bien des entreprises. Récemment, un des pionniers de la fourniture de services Internet par énergie solaire en Afrique de l'Ouest a annoncé le lancement de son réseau 4G LTE au Nigeria. Objectif, accélérer l'accès à une connectivité haut débit abordable pour les populations mal desservies d'Afrique. C'est tout pour ce numéro réalisé ici à Abuja. À très bientôt. Merci beaucoup Fama John. 18h20, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Abi Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'AJS, l'association des juristes sénégalaises. Quels sont vos arguments de façon globale sur la pertinence de cette loi qui fait du viol et de la pédophilie des crimes? Merci, Mme Amar. Alors, nos arguments par rapport à la criminalisation de la pédophilie et de l'inceste, ce sont les peines qui sont pas à notre avis satisfaisantes. Parce que les enquêtes, certainement quelque part, n'ont pas suffisamment établi de preuves pour emporter la conviction de juridiction de jugement. Et ça, on pense que c'est dû peut-être au simple degré de juridiction, au simple degré d'enquête qui est entraîné qui est nécessaire pour une infraction pénale, une infraction délictuelle. Mais en la criminalisant, il y a un double degré d'enquête qui permet d'avoir suffisamment de temps pour approfondir l'enquête, pour chercher le maximum de preuves, de façon à ce que vraiment le juge ait suffisamment de preuves pour asseoir sa conviction et appliquer les peines lourdes. Et puis, on voudrait que les peines soient lourdes pour toute la dissuade. Et est-ce que cette lourdeur des peines va changer les chiffres qui dénotent ces cas de viols récurrents? C'est ce qu'on espère. On espère que c'est la lourdeur des peines. Parce que si on applique une peine criminelle de 15 à 20 ans, 25 ans, même comme c'est jusqu'à la perpète, je pense que d'abord, ça pourrait décourager pas mal de velléités. Et ceux à qui ça va être appliqué, je pense que n'auront plus une autre occasion de le refaire. Et je pense que ça va être suffisamment dissuasif de la société. Vous, association des juristes sénégalaises, pour la plupart, vous êtes des mères de famille. Est-ce que vous pensez également que le chemin est dans la sensibilisation au sein des familles aussi? Oui, ça c'est la chose. Parce que nous faisons d'abord dans la prévention. Oui. Il faut prévenir au sein des familles, prévenir au sein des sociétés et des quartiers. Et c'est pourquoi notre plaidoyer et nos actions de sensibilisation s'appuient sur des organisations de base. Nous avons formé dans des quartiers, dans les terroirs, des parajuristes. Les parajuristes, c'est des gens de bonne volonté qui adhèrent à la cause et qui nous forment, à qui nous donnons un rudiment des droits humains. Et comme font les Badjanogor, nous travaillons également avec le Badjanogor, ils sensibilisent, surveillent, essaient de détecter les situations qui sont grosses de risque, de prévenir, et si le cas à survenir, encadre, achemine les victimes et préviennent également les services qui doivent l'être pour que le cas soit pris en charge. Très bien. Donc, la prévention, je pense que c'est la sensibilisation, c'est notre arme principale. Je rappelle que vous êtes aussi ancienne commissaire de police, donc vous connaissez très bien cette problématique du viol et de la pédophilie. Absolument. Dans ma carrière, je ne connais pas mal. Très bien. Merci beaucoup, Abi Diallo. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'AJS, l'association des juristes sénégalaises.